Bienvenue à ce webinaire qui vise à partager les résultats d'un sondage réalisé par l'équipe de Muse dans le cadre de la planification stratégique de Montréal physiquement active entamée au printemps dernier. Je me présente, Laurent Coué, coordonnateur de Montréal physiquement active, aussi appelé MPA. Je suis accompagné aujourd'hui de mesdames Lise Gauvin et Kadia Saint-Onge de l'équipe de Muse, et Audrey Plante a également participé à cette étude-là et à l'analyse de ce sondage, mais elle n'est pas présente avec nous aujourd'hui, elle est en ligne de l'autre côté de la caméra. L'équipe de Muse se présentera un petit peu plus tard dans la présentation. Je vais vous partager un écran de la présentation des résultats. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins l'interface de cette plateforme-là, vous avez la possibilité à droite de votre écran d'écrire des messages. Donc, si jamais vous souhaitez intervenir à un moment ou à un autre de la présentation, vous pouvez nous écrire et nous reviendrons à ça. Il y aura une période de questions à la fin de la présentation de l'équipe de Muse qui vous permettra de vous prononcer. Donc, je partage l'écran, puis je vois que la plupart des gens ont coupé leur micro. Si jamais vous vouliez prendre la parole, en bas à gauche de votre écran, vous avez un petit micro où il y a écrit muet. Si vous décochez, vous serez en mesure de parler. Laissez-moi partager. Pour ceux et celles qui nous connaissent un petit peu moins, MPA est une des deux mobilisations avec le Conseil SAM de Montréal Métropole en santé, qui est la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie. MPA, c'est un réseau de plus d'une centaine de partenaires régionaux dont la mission est de mettre en place des environnements favorables à un mode de vie physiquement actif pour inciter les personnes résidant ou se déplaçant sur l'île de Montréal à devenir et à rester physiquement actives. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'expertise de l'équipe de Muse pour nous aider à nous améliorer, et nous allons nous servir des résultats qui vont vous être présentés pour progresser encore et toujours. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à l'équipe de Muse. Merci, Laurent. Alors, bonjour à tous. Merci de passer une heure avec nous pour échanger sur les résultats du projet Muse. Alors, je me présente, je m'appelle Lise Gauvin. Je suis professeure et vice-doyenne à la recherche à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et aussi chercheur affilié au Centre de recherche du CHUM. Ici à ma gauche, j'ai Kadia Saint-Onge. Kadia Saint-Onge qui complète son doctorat en santé communautaire à l'Université du Québec à Montréal et qui est présentement stagiaire au Centre de recherche du CHUM et qui travaille sur le projet Muse. Et comme le mentionnait Laurent, il y a Audrey Plante aussi qui a travaillé sur le projet dont il est question aujourd'hui. Audrey, elle est agente de recherche au Centre de recherche du CHUM, mais également est en train de compléter sa maîtrise en épidémiologie à l'École de santé publique à l'Université de Montréal. Et on est très contente de faire équipe avec ces deux dames. Alors, comme le disait Laurent, ce qu'on veut vous présenter, c'est le premier regard sur les résultats du sondage qui a été réalisé en ligne entre le 15 avril et le 2 mai. Peut-être que certaines et certains d'entre vous ont participé à ce sondage. Alors, ce que l'on vous propose dans le cadre de ce webinaire, ce sont 4 choses. Dans un premier temps, on va revenir sur le défi de la promotion de l'activité physique et le plan d'action de l'OMS, parce que ça a inspiré notre façon de poser les questions. On va parler des partenariats multisectoriels. Des fois, on les appelle aussi des partenariats intersectoriels. Nous, on utilise ces mots-là comme étant synonymes. On va vous parler des résultats du sondage, c'est ce que vous attendez, et des suites qui seront données à ce sondage-là. Alors, comme vous le savez, partout dans le monde, promouvoir l'activité physique est un défi. Si certaines d'entre vous ont participé au webinaire qui a eu lieu il y a quelques jours, qui a été encadré par Montréal physiquement active, vous avez certainement vu que Montréal n'est pas différent de ce qui se passe dans le reste du monde. Partout dans le monde, on a de la difficulté à promouvoir de l'activité physique. Et dans les faits, tout le monde se pose la même question. C'est quoi le problème? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire en sorte que les gens bougent davantage et parce qu'il y a tellement de bénéfices là-dessus?
Et le constat qui a été fait au cours des 2 dernières décennies par des gens un peu partout dans le monde, c'est que si on veut être capable de promouvoir l'activité physique dans toute notre population, c'est qu'il faut transformer les systèmes en agissant sur différents milieux, en agissant sur de multiples cibles, mais surtout en travaillant en concertation, d'où l'importance de mobilisations comme Montréal physiquement active. Et d'ailleurs, il y a des mobilisations comme ça qui sont en cours un peu partout au Canada et ailleurs dans le monde. Nous y reviendrons. Pour ce qui est des milieux et des cibles, c'est un des outils intéressants qui a été développé. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. C'est que l'Organisation mondiale de la santé a lancé son plan d'action 2018-2030 à l'automne 2018 qui s'appelle Let's be active, everyone, everywhere, every day. Plus de gens actifs pour un monde qui est en santé. Et ce que l'on promouvoit, c'est qu'il y avait 4 visées incontournables. Le premier, c'était de créer des sociétés actives, créer des environnements actifs. Le troisième, soutenir la pratique d'activité physique. Le quatrième, de créer des systèmes actifs. Donc, ce qui est proposé dans Montréal physiquement active, tant dans le premier plan d'action que dans celui qui est en construction actuellement, c'est tout à fait en continuité avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant et extrêmement porteur pour l'avenir. Donc, si on regarde chacune des cibles, pour créer des sociétés actives, on nous propose 4 cibles, c'est-à-dire l'implantation de campagnes de marketing social, de réaliser des activités de participation de masse, de promouvoir des bénéfices multiples de l'activité physique et de développer les capacités de la main-d'œuvre. Parmi les cibles de l'OMS, pour créer des environnements actifs, on propose 5 cibles différentes. 1, intégrer les politiques de transport et de planification urbaine, d'améliorer le réseau des piétons pour les piétons et les cyclistes, de renforcer la sécurité routière, d'améliorer l'accès aux espaces verts et aux espaces bleus et d'implanter des politiques de construction qui sont dites progressives. Et ça fait bien partie de Montréal physiquement active. Peut-être que certaines et certains de vous qui ont complété le sondage reconnaissent certains des éléments qui ont été posés dans le sondage. On s'est inspiré de ça. Pour ce qui est de soutenir la pratique d'activité physique, on nous propose une autre série de cibles qui sont de renforcer l'éducation physique et les programmes scolaires, d'incorporer l'activité physique dans les organisations de santé et de services sociaux, d'offrir des programmes dans plusieurs milieux, d'améliorer les services pour les aînés et de prioriser les programmes qui visent les gens moins actifs, qui sont déjà moins actifs, et d'implanter des initiatives qui touchent toute la communauté. Finalement, pour créer des systèmes qui sont actifs, on nous propose 5 nouvelles cibles qui sont de renforcer les politiques publiques, le leadership et la gouvernance, d'améliorer et d'intégrer différentes cibles, de renforcer la recherche et le développement, de développer des mécanismes de financement innovateurs et aussi d'étendre le plaidoyer. Et donc, on connaît les cibles et on sait dans quel milieu il faut agir. Et heureusement, il y a plusieurs représentants de chacun de ces milieux-là et plusieurs des cibles qui sont incluses là sont visées par Montréal physiquement active. Mais on parle aussi de réaliser le travail en concertation. Et pour réaliser le travail en concertation, ça prend des partenariats et des partenariats qui sont multisectoriels. En termes de définition, on parle des arrangements sociaux grâce auxquels différentes organisations vont faire équipe, comme Montréal physiquement active et le système alimentaire montréalais, pour développer des pratiques qui sont collaboratives pour atteindre des buts qui sont communs. Parce qu'on partage ce but commun qui est de rendre la population plus physiquement active pour des bénéfices de santé et de plus en plus, on parle également de développement durable. Maintenant, comment on fait pour créer un partenariat? Selon les écrits scientifiques, il y a 9 clés qui contribuent à créer un partenariat qui a du succès. C'est que les rôles et les structures qui sont clairs, le fonctionnement du partenariat est connu et rendu public, la mission, elle est claire et donc les buts communs autour desquels les gens vont travailler ensemble sont bien connus, qu'il y a un profil diversifié de partenaires, c'est-à-dire qu'on a des représentants de différents milieux qui peuvent apporter des contributions qui sont uniques, mais qui sont aussi synergiques. On parle de communication claire et bien disposée et des ressources, des besoins, du contexte et du leadership. Alors, et la recherche dans tout ça.
qu'on a voulu faire dans un premier temps, parce qu'on est dans un projet de recherche qui se fait dans différentes villes canadiennes, nous sommes, l'équipe MUSE, dont il est question, se nomme multisectorielle et urbaine, approche pour la santé et l'équité dans les villes canadiennes. C'est une équipe pan-canadienne dans 4 grandes villes au Canada, notamment Montréal, Saskatoon, Vancouver et Toronto. Et on a différents intérêts, mais en particulier, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mieux comprendre les partenariats multisectoriels qui visent l'amélioration de l'activité physique et la saine alimentation, et plus particulièrement la composition et le fonctionnement, et surtout ce qui en ressort. Parce que de part et d'autre, les gens essaient de faire comme font Montréal Physiquement Active, c'est-à-dire c'est de se concerter pour dire quels sont les meilleurs moyens pour faire en sorte que les gens puissent devenir plus physiquement actifs. Par exemple, si vous êtes intéressé à regarder ce qui se passe dans une autre ville, à Vancouver, on a le Vancouver Healthy City Strategy, où ils ont un site web où ils parlent de plusieurs types d'interventions qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et nous, on est intéressés à voir ce qui se passait avec Montréal Métropole en santé, et plus particulièrement Montréal Physiquement Active et le système alimentaire montréalais. Alors, dans ce sens-là, c'est pour ça qu'on a mené un sondage. Et le sondage avait 2 volets. Il y avait un volet qu'on dit quantitatif, où on a posé des questions où les réponses étaient structurées et on a pu quantifier les réponses. Et il y a un volet qualitatif. Je vais vous faire état des résultats du volet quantitatif et Kadia prendra la pôle pour présenter les résultats du volet qualitatif. Alors, le sondage. Le sondage a été envoyé à 251 personnes qui ont manifesté un intérêt à un moment donné ou à un autre par rapport à Montréal Physiquement Active. Il y en a 114 qui ont ouvert le sondage, 53 qui ont complété les 5 sections, 73 qui ont répondu à la section qui portait sur les cibles de l'OMS que je viens de présenter et 58 qui ont répondu à un outil d'auto-évaluation du partenariat, un outil qui a été développé par une de nos collègues, Mme Angèle Bilodeau, qui a travaillé très longtemps sur les partenariats. Alors, quelques-uns des résultats. En ce qui a trait aux perceptions des répondants sur la capacité du partenariat à atteindre les cibles de l'OMS. Alors, on demandait aux gens, pour chacune des 20 cibles, d'indiquer jusqu'à quel point leur propre organisation et le partenariat avaient les capacités d'agir. Ici, on vous présente les résultats des perceptions des répondants au sondage sur les capacités de MPA en tant que mobilisation. Et selon les répondants, Montréal Physiquement Active aurait toutes ou presque toutes les capacités pour promouvoir les bénéfices multiples de l'activité physique, intensifier les efforts de plaidoyer, renforcer les politiques publiques, le leadership et la gouvernance, puis développer et implanter des programmes qui touchent toute la communauté. Ce sont d'excellentes nouvelles, ce sont des belles forces qui sont perçues. Pour ce qui est d'autres perceptions, selon les répondants, Montréal Physiquement Active aurait peu ou pas de capacité pour ce qui est de renforcer des politiques de design urbain, de renforcer la sécurité routière ou d'incorporer l'activité physique dans les organisations de la santé et des services sociaux. Et quand on dit peu ou pas de capacité, ce n'est pas que les gens ne veulent pas, c'est qu'ils se demandent quel type de partenariat ou quel type de nouveaux partenaires pourraient être interpellés pour être capables de rejoindre ces cibles-là. Selon les répondants, les forces du partenariat étaient les suivantes, étaient d'identifier les divergences, de discuter et de résoudre les différents conflits, ce qui est une force majeure parce que ça fait partie du fonctionnement. Quand on met différentes personnes ensemble, il faut être capable de négocier et de trouver des façons d'agir de façon concertée. Donc ça, c'est une force très importante qui augure bien pour Montréal Physiquement Active. Et aussi, ce qu'on constate, c'est de travailler ensemble jusqu'à la fin d'un projet. C'était quelque chose qui était vu comme une force par les répondants, ce qui est aussi extrêmement porteur pour Montréal Physiquement Active. Sur les items plus nuancés, où il y avait moins de consensus, on ne savait pas, on voyait moins les questions d'engagement de la mobilisation, on ne savait pas forcément où était la mobilisation des ressources et on souhaitait peut-être en savoir un petit peu plus sur les processus de prise de décision.
Et ça correspond probablement au fait que Montréal Physiquement Active est en train de réfléchir à sa nouvelle façon de fonctionner. Et donc, ça reflète un état actuel, mais qui peut se transformer au fur et à mesure que les gens vont s'engager dans différents projets de la planification stratégique qui est en cours actuellement. Selon les répondants, les aspects méconnus du partenariat, c'était de savoir quels étaient les bénéfices à la participation et la reconnaissance et les critères et les mécanismes de reddition de comptes. Et encore là, c'est peut-être le reflet du moment dans la vie de Montréal Physiquement Active qui est en transformation actuellement, qui est reflété à ce niveau-là. Alors, sur ce, je vais céder la parole à Kadia qui va parler des résultats du volet qualitatif. Alors, à toi la parole, Kadia. Bon, comme Lise a dit, il y a aussi un volet qualitatif. Donc, à la fin du sondage, on a voulu connaître quelles sont les aspirations des répondants pour la suite d'MPA, donc exprimées par les partenaires et collaborateurs qui ont répondu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a posé la question, dans un monde idéal, à quoi ressemblerait MPA? Quels seraient ses grands accomplissements? Il y a eu 34 réponses qui pouvaient varier de 10 à 216 mots. En moyenne, ça faisait 58 mots. Donc, il y avait quand même pas mal d'informations à aller analyser. Pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a codé, Audrey et moi, de façon déductive, et ensuite aussi avec Lise, et aussi en collaboration avec MPA, de façon déductive en fonction du cadre théorique que Lise a déjà présenté. Je vais vous le présenter aussi à la prochaine diapo. Ça veut dire qu'on a regardé en fonction d'un cadre quelles sont les clés, comment s'organise l'information. Donc, on a fait ensuite une carte conceptuelle pour voir visuellement où est-ce qu'on placerait les petits bouts d'informations que vous nous avez donnés. Et de là, on a essayé de voir, bien, si on regarde tout ça à vol d'oiseau, quels thèmes principaux vont ressortir. Donc, ça ressemblait comme cadre théorique à ceci. C'est ce que Lise a présenté dans les bulles plus tôt. Ça sort du Intersectoral Partnerships Checklist. Vous avez les références à la fin, où on a les 9 clés du succès des partenariats, donc la vision, la communication, le leadership, le contexte, on en a déjà parlé. Ce que je veux vraiment faire ressortir ici, c'est que ces éléments-là sont liés les uns aux autres. Donc, ce n'est pas des éléments qui sont complètement mutuellement exclusifs. Donc, la vision va déterminer quelle forme de communication on va employer. Le leadership aussi nécessite une bonne communication et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment voir ça comme étant interrelié. Donc, ça, c'était notre cadre conceptuel duquel on a fait le premier codage. Et de là, on a vu qu'est-ce que vous nous avez dit. Et ce sont vraiment 3 termes principaux qui ont émergé des données ou de ce que les répondants ont partagé. D'abord, l'innovation, ce qu'on peut définir comme étant une façon nouvelle de faire des choses qui ont une valeur économique, mais aussi sociale. Ensuite, la mobilisation, qui est l'action de mettre en jeu des ressources, y faire appel, mais aussi les réunir en vue d'une action commune. Et enfin, la concertation, qui est un moyen qui permet l'analyse, la réflexion, les choix et des décisions, des interventions qui sont appropriées, donc adaptées au contexte. Alors, si on met tout ça ensemble, on voit les thèmes principaux au centre. On va y aller un élément à la fois pour voir qu'est-ce que vous nous avez dit spécifiquement, en commençant d'abord par la vision. Donc, Lise a partagé le fait qu'une vision, elle devrait être commune et partagée. Vous nous avez dit qu'on souhaitait, là, est-ce que je peux vous déplacer ceci? Fantastique. C'était vraiment des aspirations que vous avez partagées qui étaient à très grande échelle. On voyait beaucoup de potentiel dans la vision d'MPA. On souhaitait qu'elle soit reconnue, pas juste par les partenaires, les collaborateurs d'MPA, mais le monde entier finalement. Donc, c'était au niveau des citoyens de l'île de Montréal, au niveau régional, mais aussi provincial, national, mais aussi que MPA puisse avoir une reconnaissance au niveau international pour faire de la ville de Montréal une référence en matière de la promotion de saines habitudes de vie. Après, pour la vision plus spécifique, on fait soit voir ça comme étant un comité aviseur qui guide les bonnes pratiques et qui partage ces bonnes pratiques en fonction de ce que la recherche peut nous montrer, mais surtout aussi les pratiques qui sortent du terrain. Elle peut être vue aussi comme un levier financier, donc soit pour aller chercher du financement ou le distribuer. Mais aussi, il y avait la possibilité de voir MPA comme une instance décisionnelle, donc c'était comme une influence majeure sur les politiques publiques
et les façons de faire au niveau local. Pour ça, bien sûr, il faut une bonne communication. Donc, vous nous avez partagé que vos aspirations, c'était d'avoir une équipe de marketing qui serait vraiment indépendante, donc plutôt que d'être dans un axe, mais qui serait vraiment trans-axe et qui serait très forte et présente au niveau des citoyens de Montréal, donc à l'extérieur même du partenariat, mais aussi à l'intérieur pour faire circuler la communication à l'intérieur entre les axes aussi, principalement, pour faire la promotion des solutions, mais surtout pour partager les forces de chaque organisme, donc leur expérience et leur expertise. Ça demande bien sûr un leadership qui est fort. Vous avez parlé d'un leadership qui est transparent, qui prend le partage et surtout l'échange de ses expertises et de ses expériences pour qu'on puisse tous apprendre les uns des autres. En fonction du contexte, donc là on parle du contexte social qui n'est pas juste à l'intérieur de MPA, qui serait le contexte organisationnel, mais aussi à l'extérieur. Donc, est-ce que l'environnement social permet les actions que MPA voudrait avoir? C'est là qu'on voit aussi beaucoup d'innovation, parce qu'on voudrait avoir un MPA qui serait un moteur de changement social, qui aurait donc une influence au niveau des politiques publiques, comme ce qui a été mentionné plus tôt. Donc, c'est vraiment à l'extérieur d'NPA. Puis, à l'intérieur d'NPA, vous avez nommé le fait que de bâtir une culture organisationnelle qui est vraiment fondée sur le partenariat, sur la concertation, ça serait très important pour la suite des choses. Et ça demande bien sûr une structure qui est forte. Pour la structure, il a été mentionné des aspirations de planification évaluables, donc pour que les actions puissent être évaluer et qu'on puisse connaître leur impact à court et à moyen terme. Quand on parle de structure, donc les rôles, les responsabilités de chaque organisme et du partenariat aussi, on parle de gouvernance efficace. Et vous avez nommé le fait que de pouvoir regarder pas juste les intérêts individuels de chaque organisme, mais d'aller voir quels sont les intérêts collectifs et partagés. Donc là, ça fait écho à la vision. Donc, on voudrait que ça soit quelque chose qui serait mis de l'avant. Et pour ce faire, on peut aller voir les profils des collaborateurs et des partenaires. Ce qui a été mentionné le plus souvent, c'était le souhait ou une aspiration d'avoir une plus grande diversité de collaborateurs. Donc là, on parle non seulement d'organismes communautaires, au niveau de la ville, bien sûr, des institutions de santé, mais aussi le secteur privé, qui a été nommé comme étant une nouvelle source, peut-être une innovation de partenariat majeur pour aller de l'avant avec les activités d'NPA. Il y avait le souhait de la reconnaissance des professionnels de loisirs et aussi une ouverture à ces nouveaux partenariats-là. Donc là, ça touche aussi au fonctionnement. Donc, quelles sont les activités et les tâches du partenariat? On souhaitait avoir de nouvelles pratiques, donc on parle d'innovation ici. Les nouvelles pratiques, ça pourrait, c'était surtout ce qui a été mentionné, c'était d'aller chercher de nouveaux partenariats, donc de faire du recrutement de façon active, régulière. Donc, on parle aussi de rassemblement, donc là, on serait dans la mobilisation et la coordination. Donc, une très forte concertation pour aller chercher les ressources nécessaires, mais aussi les mettre en place. Quant aux ressources, on parle non seulement de ressources financières, mais aussi humaines. C'est sûr qu'on voudrait toujours avoir plus de financement, plus d'activités, et on voudrait qu'ils soient pérennes. Mais aussi, on voudrait que les ressources soient utilisées de façon réaliste, mais aussi pragmatique. Et c'est là où on parle plus des ressources humaines. Donc, les aspirations qui ont été partagées, c'était que l'organisation des ressources se fasse non seulement en fonction de la réalité de chaque milieu, bien sûr, pour que ça soit bien fait, mais de façon pragmatique pour que les ressources humaines ne soient pas surmenées et que ça ne dépasse pas les ressources ou la charge de travail qui est possible. Et en fait, pour les besoins, normalement, on va parler des besoins pour que le partenariat existe. Ici, vous nous avez parlé vraiment de l'importance de tenir compte des besoins de chaque milieu de façon spécifique. Et ça touche un petit peu l'idée des iniquités ou inégalités sociales, parce qu'on peut se dire que, bien sûr, c'est important que tous les Montréalais soient visés, ce qui a été nommé. Vous avez aussi nommé l'importance d'aller viser certains sous-groupes de la population qui sont moins mobilisés ou qui auraient davantage besoin de soutien et de promotion.
lors du sondage, c'était surtout les enfants qui ont été mentionnés et les personnes qui sont en situation socio-économiquement difficile ou désavantagée. Par contre, lors du lancement de la planification stratégique, il y avait aussi les aînés qui avaient été mentionnés. Donc, ça, il faut en tenir compte. Donc, vous avez aussi parlé de l'importance de sonder les besoins de chaque milieu. Puis, si on revient à la structure, ensuite, de ressortir quels sont les intérêts collectifs pour avoir une action commune, une vision commune, et d'adapter chaque intervention au milieu auquel il est destiné. Donc, si on regarde tout ça ensemble dans l'innovation, la mobilisation et la concertation, si on met ça en lien avec les données quantitatives que Lise a partagées, ce qu'on voit avec l'innovation, le lien qu'on peut faire en fonction des cibles de l'OMS qu'on a présentées, pour les capacités qui étaient peut-être moins rejointes, il y avait renforcé les politiques et d'incorporer l'activité physique dans la santé et les services sociaux, j'ai jamais les S. Bien, ça serait peut-être un lieu d'innovation potentielle pour pouvoir aller chercher plus d'actions possibles. Quant à la mobilisation, on peut faire un lien avec les thèmes nuancés de l'évaluation de l'action du partenariat, donc les ressources disponibles, l'engagement des partenaires, des collaborateurs, mais aussi la prise de décision. La mobilisation pourrait soutenir ça davantage dans la suite des activités. Et finalement, pour la concertation, il y avait des aspects méconnus du partenariat comme les bénéfices à la participation, les mécanismes de rétroaction et de reddition de comptes. Donc, une concertation vraiment plus développée à ce niveau-là pourrait vous aider à mieux connaître ces aspects-là. Mais pour revenir sur ce que Lise disait aussi, il y avait de grandes forces qui ont été nommées, qui sont ressorties aussi dans le volet qualitatif, qui était la collaboration et la capacité de discuter des divergences pour revenir à une vision commune et aux intérêts collectifs que vous souhaitez, que vous avez nommés dans vos aspirations collectives. Donc, c'est la somme du tout. Mais bien sûr, ce n'est pas la fin. Donc, il y a d'autres informations qui vont suivre. Donc, je vais passer le bâton à Lise pour ça. Oui. Alors, peut-être juste pour clore la discussion, c'est que vous avez été très généreux en nous fournissant de l'information qu'on va continuer à traiter, qu'on va diffuser dans les écrits scientifiques d'une part et qu'on pourra revenir partager d'autre part. Mais peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante, si tu veux. On souhaiterait davantage vous laisser la possibilité de poser des questions ou d'échanger sur ça, parce que pour nous, c'est de vous entendre qui est le plus porteur. Merci. Donc là, on en serait rendu à la période de questions. Deux façons de poser les questions. Soit vous ouvrez votre micro et vous la posez de vive voix, soit vous l'écrivez dans la conversation de groupe Zoom sur la droite. Donc, à vous la parole. Lancez-vous. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, je vais en poser une question. Est-ce que les résultats vous ont surpris? Vous pouvez écrire à droite, là, juste en disant oui, non, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Ah, il y a une question ici de Anne Pelletier. Bon, pour la suite des choses, y a-t-il des évaluations des axes prévus? Donc, ce n'est pas une question qui nous est dirigée à nous. J'ai compris que c'était une question qui était dirigée du côté de MPA. Je vais peut-être céder la parole, Laurent. Bien, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais effectivement, si c'est un besoin exprimé, on pourrait essayer de regarder comment on pourrait venir travailler un petit peu plus précisément au niveau des axes et de voir comment est-ce qu'on pourrait donner un autre tour de roue à l'évaluation qui est en cours. Et peut-être, si je peux me permettre, ce qui est important, et encore là, je vous retourne la question, c'est qu'une évaluation est intéressante et utile
si on a des questions qui vous tiennent à cœur. Donc, il faut réfléchir qu'est-ce que vous voulez savoir sur le travail qui se fait dans les axes qui sont prévus. Et à ce moment-là, on peut essayer de concocter quelque chose d'intéressant. On a la Ville de Montréal qui nous dit bonjour. Est-ce que vous auriez une question plus particulière à poser? En attendant, si je peux relancer la question de Dan et avec ce que tu viens de partager, Lise, est-ce qu'il y a justement des questions d'évaluation pour les axes auxquels vous pensez précisément? Est-ce que c'est par rapport à leur fonctionnement, à leur organisation? Est-ce qu'il y a une question spécifique d'évaluation que vous aviez en tête pour ça? Les dynamiques des différents groupes seraient intéressantes à contraster pour que nous puissions apprendre les uns des autres. OK? Donc, je répète, je ne sais pas, je présume, Laurent, tout le monde peut voir ça? Ce qu'il y a à droite? J'imagine que oui. A priori, oui, tout le monde peut le voir. Donc, effectivement, chacun des axes de travail ont des fonctionnements propres de par la nature des partenaires qui sont autour de la table. Il y a peut-être effectivement quelque chose à faire dans les dynamiques de chacun des axes et de le partager. Donc, ça fait partie des choses effectivement qu'on pourrait travailler par la suite. On a une question aussi de la Ville de Montréal pour la partie qualitative. Est-ce que le nombre de répondants fait en sorte que nous pouvons les considérer comme représentants de l'ensemble des partenaires? Vas-y, je suis. Bon, pour ce qui est de qualitatif, ce qu'il faut garder en tête, c'est pas tant le nombre de personnes qui ont participé, mais plus le qui a participé, donc qui sont ces gens-là. Et on a noté qu'on n'a pas beaucoup d'informations qui est ressortie en fonction des aspects des scolaires, par exemple. Et donc ça, c'est sûr que ça teinte les réponses. Donc, qui a répondu va teinter les réponses. Donc, à cette mesure-ci, c'est pas tant le nombre de répondants, mais la nature des répondants qui font que effectivement, il pourrait y avoir encore plus d'informations qu'on pourrait aller chercher si on avait un portrait plus représentatif, ce qui n'est peut-être pas le cas actuellement. Oui, et je peux me permettre de rajouter un autre élément. Je pense que la question est très, très pertinente. D'une part, les gens qui vont prendre le temps de donner une réponse qualitative, c'est peut-être vraisemblablement des gens qui sont plus proches du partenariat ou qui travaillent de façon plus étendue avec le partenariat. Donc, est-ce que c'est représentatif de l'ensemble du partenariat? La question demeure, mais nous pensons que probablement que ça représente des gens qui connaissent bien le partenariat parce que c'est ce type de gens-là qui vont répondre à une question d'ordre qualitatif. Ceci dit, dans les collectes de données futures, nous allons tenter de développer des méthodes pour essayer d'avoir une meilleure idée de la représentativité. Pour celles et ceux qui ont répondu, vous savez que nous avons opté pour des réponses anonymes et évidemment, on n'a pas de contrôle sur le taux de réponse. Donc, ce sont des limites que l'on a, mais dans des collectes de données futures, on va essayer de surmonter ces défis-là. Plus particulièrement pour caractériser les répondants tout en maintenant l'anonymat d'une part, mais aussi en augmentant le taux de réponse. Alors, ça sera à suivre. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Je vous rappelle, vous avez la possibilité soit en cliquant sur le petit micro, de prendre la parole de vive voix ou d'écrire dans le clavardage à la droite de l'écran. On va laisser la chance encore peut-être pour une ou deux questions. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous, on en aurait peut-être une dernière. On expérimente bien évidemment les webinaires et puis on aurait une question à vous poser sur est-ce qu'il y a d'autres thématiques que vous aimeriez qu'on aborde sous forme de webinaire avec l'équipe de Muse ou avec d'autres partenaires. Donc, je vais vous partager un sondage. Vous devriez avoir la possibilité de chacun chez vous de compléter ce sondage-là
Si jamais il y avait d'autres thématiques que vous aimeriez qu'on aborde sous cette forme-là, je vous invite aussi à l'écrire dans la conversation de groupe à droite de l'écran. Donc, je vous partage le sondage immédiatement. Et je vous laisse quelques minutes pour compléter ce sondage-là. Il y a 10 propositions, vous pouvez en cocher plusieurs. S'il n'y en a aucune qui vous intéresse, mais que vous aimeriez en avoir d'autres, je vous rappelle, vous pouvez toujours l'écrire à droite dans la conversation de groupe. Le sondage n'est pas visible. Merci Anne du commentaire. Ah, alors il y a des gens qui répondent par contre, donc il doit être visible pour certaines personnes. On voit les résultats live pour l'instant. Donc Anne, je te le soumettrai sous une autre forme pour que tu puisses te prononcer éventuellement. Est-ce qu'il faut cliquer sur sondage en bas? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai déjà participé à des sondages, mais je ne me souviens plus de l'autre côté de la machine comment il faut le faire. Mais je vois que ça fonctionne pour certaines personnes. Actuellement, les résultats, pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas les voir, il y aurait des gens qui seraient intéressés par quelque chose sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie. Je fais ressortir ceux qui ressortent le plus. Comment mieux rejoindre les parents, clientèle vulnérable et saines habitudes de vie, évaluation participative en contexte multisectoriel sont ceux qui ressortent avec 2 voix sur 5. J'imagine que, Anne, si tu n'arrives pas, ben, tu fais partie de ceux qui ne pourront pas voter pour l'instant. Mais si je peux me permettre, la suggestion, c'est que vous amenez votre curseur vers le bas de l'écran. Normalement, si vous cliquez sur sondage qui se trouve à peu près dans le centre, il est possible que vous puissiez avoir accès ou mieux le visualiser. Donc, je vais laisser encore une trentaine de secondes aux gens, éventuellement, pour essayer d'avoir accès et compléter. Sinon, je mettrai fin au sondage. Anne, dernière tentative. Bon, je mets fin au sondage et on trouvera une autre façon éventuellement. Si l'autre personne qui est connectée actuellement et qui n'a pas accès veut se manifester, je serai en mesure d'envoyer les choix et puis on regardera ce qu'on peut faire par la suite. Donc, je mets fin au sondage. On partage les résultats. Donc, c'est ce que je vous disais en cours de route. Là. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4 qui ressortent comme ayant un intérêt. Donc, on essaiera de regarder comment on peut faire pour proposer des webinaires pour discuter un peu de ça et creuser les résultats. Je vois aussi qu'un répondant de la Ville de Montréal nous a indiqué est-ce qu'on pourrait ajouter un choix pour les meilleures pratiques de gouvernance des autres grandes villes? Et si je peux me permettre de mentionner que c'est une préoccupation qui est partagée dans d'autres villes. Dans le cadre du projet MUSE, on a entendu parler de d'autres enjeux et la question des meilleures pratiques de gouvernance, elle est vraiment au centre de ce qui est discuté. Donc, c'est une super suggestion qu'on en prend bonne note. Parfait. Bon, bien, ceci mettrait fin à ce webinaire. Je remercie Lise et Kadia de leur participation aujourd'hui. Audrey aussi pour tout le travail qu'elle a fait dans l'ombre. On ne l'a pas vu aujourd'hui, mais on aura d'autres occasions probablement. Dernier élément qui a été ajouté aussi. Le sujet de l'impact des programmes de soutien financier sur la pratique d'activités physiques pourrait aussi nous intéresser. Et ça, en effet, le type de programme, qu'est-ce qui ressort des programmes et le coût, les coûts-bénéfices, finalement, là, la question qui est posée aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais tu as bien fait. Je n'avais pas vu cette dernière question. Super. Donc, excellent. Ben, merci à tous de votre participation. Et puis, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.